Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo sur les commandes de base sous Linux. Alors déjà on ne pourrait pas parler des commandes Linux si on ne parle pas de son arborescence. Ici si je me déplace vers la racine, le slash, qui est la base de l'arborescence Linux, si je fais un ls, je vois que j'ai plusieurs répertoires, plusieurs fichiers à cette racine. Alors parmi ces répertoires, on retrouve le répertoire bin pour binaire, c'est le répertoire qui contient tous les binaires, les exécutables que vous pouvez exécuter sur votre Linux. Par exemple ici la commande ls ou la commande cd fait partie des commandes, donc des exécutables que vous pouvez exécuter, donc qui se trouvent dans le répertoire bin. Le répertoire boot, donc comme son nom l'indique, contient les éléments nécessaires au démarrage de votre PC, lorsque votre PC va booter. /dev, il contient les périphériques, donc PCI Express, USB, etc., au format brut, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment les utiliser. Ils sont affichés, puisque sous Linux, tout est affaire de fichiers, tout est fichier sous Linux. Le répertoire etc donc contient tous les éléments, tous les fichiers de configuration de votre système et des logiciels. /home, donc c'est le répertoire maison, c'est le répertoire qui contient les données des utilisateurs, excepté le super utilisateur root. Donc si vous créez un utilisateur, par exemple, je ne sais pas, Toto par exemple, eh bien tous ces fichiers seront par défaut dans /home/Toto. On retrouve ensuite le répertoire lib, donc, qui contient les librairies qui sont utilisées par les logiciels qui se trouvent sur votre PC. Donc c'est l'équivalent des DLL sous Windows. Donc lib pour les librairies générales et lib32, lib64 pour les librairies, vous l'aurez compris, 32 et 64 bits. Le répertoire média, donc qui contient les points de montage des périphériques amovibles. Donc lorsque vous allez connecter par exemple votre clé USB, elle apparaîtra dans /dev, mais elle sera montée, vous pourrez accéder au fichier qu'elle contient via /dev/ le nom de votre clé USB. Le répertoire MNT, quant à lui, contient les points de montage des périphériques temporaires. C'est-à-dire que quand je vais monter par exemple un partage Samba, qui est le cas le plus simple, la logique veut que je le monte en /MNT/ le nom de mon partage Samba, puisque c'est un partage temporaire. Quand je vais redémarrer mon ordinateur, je n'aurai plus ce partage. OPT pour optional, donc c'est tous les logiciels qui sont installés hors gestionnaire de paquets. Quand vous allez normalement installer un .deb par exemple, directement via la commande dpkg qu'on verra tout à l'heure, eh bien vous allez installer normalement ce petit logiciel dans le répertoire OPT. Alors évidemment, c'est la logique traditionnelle, rien n'empêche tel ou tel logiciel de s'installer ailleurs, tout dépend de la personne qui a écrit le logiciel. Le répertoire proc contient les données virtuelles du système. Tout à l'heure on verra que dans ce répertoire, on peut récupérer des informations sur le processeur de mon PC. /root, donc c'est le répertoire utilisateur du super utilisateur root. Ici par exemple, je me suis logué en tant que root, c'est pas bien. Et donc toutes mes données, par exemple si je fais des téléchargements, etc., iront dans /root/download, par exemple. /run, donc c'est toutes les données qui sont en cours de traitement, toutes les informations système du système en cours d'utilisation. SBIN pour System Binaries, donc les binaires, donc comme on l'a vu tout à l'heure, les exécutables nécessaires au système. /temp, donc TMP donc pour Temporary File, donc tout ce qui est fichier temporaire. /usr, quant à lui, contient les données relatives aux utilisateurs. Dans ce répertoire, par exemple, je retrouve un second répertoire qui s'appelle bin, donc qui est relatif aux binaires des logiciels additionnels installés par l'utilisateur. Et enfin, /var, donc qui contient les variables, c'est ici par exemple qu'on retrouvera notre serveur Apache. Dans /var, /3w, etc. Ou alors on pourra récupérer toutes les informations de debug du système dans /var, /log par exemple, etc. Alors comme je vous le disais, c'est l'arborescence traditionnelle. La logique veut qu'on respecte cette arborescence. Mais rien n'empêche une personne de créer un utilisateur et de placer son répertoire personnel dans /sys ou /opt, etc. Rien n'empêche également quelqu'un qui crée un logiciel, un .deb par exemple, de l'installer dans /media. Donc maintenant qu'on a parlé de l'arborescence, on va pouvoir se tourner
vers les commandes de base. Donc il y a deux principales commandes qu'il faut absolument connaître, qu'on vient déjà de voir, donc qui sont CD, donc là par exemple pour me déplacer dans /root, et ls pour afficher le contenu du répertoire. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ls il peut avoir plusieurs attributs. Je peux faire un ls-l pour avoir des informations supplémentaires comme par exemple la date de modification, les droits appliqués sur les fichiers, etc. Je peux faire un ls-a pour afficher les répertoires cachés, par exemple ici .profile, et je peux me déplacer, donc cd point pour me déplacer dans le répertoire courant, et cd2 point pour me déplacer dans le répertoire précédent. Alors la troisième commande à absolument connaître, c'est la commande man. Man pour manual. Donc ici, si je tape man sans lui spécifier de commande, il me demande quelle page de manuel je veux afficher. Et donc tout simplement, je peux lui demander d'afficher le manuel de man. Donc si j'appuie sur entrée, ici donc j'ai le manuel d'utilisation de man. Donc j'ai une légère description ici, donc man est une interface de consultation des manuels. J'ai toutes les options que je peux lui spécifier, une description assez détaillée, assez longue, et ensuite une petite description de chaque expression que je peux lui passer, de chaque option que je peux intégrer à man. J'appuie sur Q pour quitter le manuel. Je peux faire également un man-h pour afficher les options rapides d'utilisation. Il est important ensuite de connaître les options d'affichage de contenu d'un fichier. Dans un premier temps, on va voir la commande more qui permet d'afficher page par page le contenu d'un fichier. Donc le fichier qu'on va afficher, c'est les informations du processeur de mon PC. Donc on se déplace dans proc et on tape CPU et on autocomplète avec la tabulation et donc on a un fichier qui s'appelle CPU info. J'appuie sur entrée et donc à chaque fois que je vais appuyer sur espace, je vais passer à la page d'après. La commande less fait à peu près la même chose, sauf qu'ici je peux me déplacer de page en page avec les flèches page up, page down. La commande head vous permet d'afficher les 10 premières lignes de votre fichier. Et la commande tail permet d'afficher la fin du fichier. Une petite option est super pratique avec tail, c'est l'option F, F pour follow, qui permet de suivre l'évolution du fichier. À chaque modification du contenu du fichier, eh bien, votre affichage sera remis à jour. Ici par exemple, je vais afficher le contenu de /var log syslog, donc qui sont les informations de débogage de mon système, et donc ici on voit que je ne récupère pas la main dans mon terminal, j'affiche le contenu du fichier, et si une nouvelle ligne vient s'ajouter au fichier syslog, eh bien il sera réaffiché. Donc ici on a vu comment afficher les informations de mon processeur, je peux également afficher des informations sur la mémoire RAM de mon PC en faisant un more, toujours dans proc, de memInfo. Donc ici j'ai des informations sur la mémoire RAM de mon PC. Je peux avoir à peu près le même affichage si je fais un free, donc ici c'est un peu incompréhensible, je vais faire un free-h pour afficher l'état de ma mémoire RAM en mégabytes et en gigabytes. La commande top permet également d'avoir un aperçu complet de l'utilisation de votre PC, c'est un peu la même chose que le gestionnaire des tâches dans l'onglet performance sous Windows. Je peux également avoir des informations sur les périphériques PCI, les périphériques USB, etc. branchés à mon PC. Donc tout à l'heure on a vu la commande ls qui permettait d'afficher le contenu du répertoire courant. Eh bien je vais faire un ls PCI pour afficher les périphériques PCI, un ls USB pour afficher les périphériques USB connectés à mon PC, ou ls mode pour afficher les modules qui sont intégrés, qui sont lancés au démarrage de mon PC. Je peux également avoir des informations sur le stockage de mon disque dur en faisant un df. Donc ici pareil c'est toujours incompréhensible et donc je peux faire un df-h, l'option -h pour human readable, donc qui m'affiche le stockage utilisé sur mon disque dur en gigabytes et en mégabytes. Donc ici on voit que ma partition principale fait 189 Go et que je n'utilise que 15 Go sur ma partition. Donc je n'ai que 9% d'utilisé au total sur mon Kali. La commande DU permet d'afficher le stockage utilisé par chaque fichier. Ici par exemple, si je fais un DU, donc HSBM pour avoir un meilleur affichage en mégabytes, en gigabytes, de /var
/étoile. Ici, j'ai le stockage utilisé par chaque répertoire contenu dans /var. Je peux également récupérer le stockage utilisé par un seul répertoire grâce à la commande grep qui permet de récupérer des mots-clés renvoyés par une commande. Ici par exemple, si je reprends ma commande du hsbm de /var /étoile, je fais un pipe et je fais un grep de 3w pour afficher uniquement le répertoire /var /3w, le répertoire web. Le pipe peut également me permettre d'ordonner le résultat renvoyé par la commande en faisant un pipe sort, donc tri en anglais, de -n pour numérique et dans l'autre sens, R pour reverse. La commande PS me permet d'afficher les processus en cours d'utilisation. Ici, si je fais uniquement PS, j'ai les processus en cours d'utilisation dans le terminal courant. Donc je n'ai que bash et PS, la commande que je viens de lancer. Si je fais un PS-X, j'ai les processus de l'utilisateur courant, donc ma session. Et si je fais un PS-AX, j'ai les processus en cours d'utilisation par tous les utilisateurs en cours d'utilisation. Donc cette commande va vous permettre de faire ce que vous faites dans la majorité des cas quand un programme ne répond plus sous Windows, ce qui arrive très souvent quand même, c'est-à-dire qu'on va pouvoir killer le processus. Donc sous Linux, on n'a pas trop d'intérêt à le faire, parce que ça peut que jamais, mais si dans le pire des cas, un jour ça vous arrive, vous pouvez faire un PS-AX pour récupérer la totalité des processus en cours d'utilisation de tous les utilisateurs, en faisant un grep et ensuite le nom du logiciel que vous voulez killer. Ici j'ai tapé bash donc pour killer le processus bash, donc le terminal qui est affiché sur mon écran. Je vois que mon terminal tourne sur le PID, donc le process ID 1267. Donc si je fais un kill 1267, ça ne fonctionne pas, puisque je n'ai pas les droits pour killer le processus. Je suis obligé de faire un kill -9, donc killer la totalité des processus, pour fermer le terminal. La commande history est très pratique également, puisqu'elle vous permet de récupérer l'historique des commandes que vous avez tapées dans le terminal. Et donc si je fais un history et que je fais un grep de 3W par exemple, je vais récupérer l'historique de toutes les commandes qui contiennent 3W. Vous pouvez également obtenir des informations de version de votre noyau en faisant un uname R, ici mon noyau est en 4.9.0 en AMD 64. Je peux faire un uname A pour afficher la ligne complète. On voit donc que mon noyau est celui du 6 juin 2017. Il existe sous Linux un service d'indexation des fichiers qui fonctionne un peu comme WSearch de Windows, donc avec une base de données des fichiers indexés. Si par exemple je veux rechercher tous les fichiers en format JPG, j'ai juste à faire un locate de étoile.jpg et pour qu'il m'affiche toutes les images en .jpg. Si j'ajoute une nouvelle image, elle ne sera pas forcément prise en compte tout de suite. Je dois faire un update DB, donc update database, pour qu'elle puisse ensuite être indexée dans ma base et que je puisse faire un locate afin qu'elle soit affichée. Il peut être intéressant également de retrouver l'endroit où est stocké un exécutable, un binaire. Par exemple ici, si je fais MSF console, je vais pouvoir lancer la console MSF. Mais où se situe réellement le fichier qui lance MSF console? Et bien pour cela, je vais faire un which, lequel, suivi de mon fichier MSF console. Et ici, je vais voir que le binaire de MSF console se situe dans /user /bin /MSF console. Les commandes ont suite d'actions sur les fichiers et les dossiers. Pour créer un répertoire, je fais un mkdir, donc make directory, que je vais appeler répertoire. Ici, on voit que sur mon bureau, j'ai un répertoire nommé répertoire qui vient d'apparaître. Si je veux renommer ce répertoire, et bien en fait, je vais les déplacer au même endroit avec un nom différent. Donc je vais faire un MV pour move répertoire vers répertoire 2. Ici on voit que mon répertoire a été donc renommé. Je peux ensuite le supprimer en faisant un rmdir remove directory de répertoire 2 et si mon répertoire est supprimé. Pour créer un fichier, je peux utiliser la commande touch. Donc ici je vais faire un touch file pour créer un fichier qui s'appelle file sur mon bureau qui vient d'apparaître ici. Je peux le renommer comme pour un répertoire en faisant un mv file en file 2. Je peux également le copier avec la commande cp pour copy de file 2 en file 3. Je peux modifier les autorisations sur le fichier file 2 en faisant un sudo chmod 777 pour donner tous les droits à tous les utilisateurs
sur le fichier file2. Si je fais un ls.l, ici je vois que tout le monde a les droits RWX. Les autorisations sur les fichiers sont divisées en 3 blocs. Ici on voit qu'on a 3 fois RWX. Le premier bloc correspond au propriétaire du fichier. Ici on voit que le propriétaire du fichier a le droit de lire, de modifier et d'exécuter le fichier. Le second bloc correspond au groupe auquel fait partie le propriétaire du fichier. Donc ici notre groupe est root. Et ici on voit que ce groupe a le droit, pareil, de lire, de modifier, d'exécuter le fichier. Et enfin le dernier bloc correspond à l'ensemble des autres utilisateurs, donc tout le monde, et donc ici tout le monde a le droit de lire, de modifier et d'exécuter le fichier file2. Je peux rendre mon fichier file2 non modifiable par mon groupe et les autres utilisateurs, tout en restant modifiable par moi-même en faisant un sudo chmod 755 de file2. Ici, si je refais un ls.l, on voit que j'ai toujours les droits de modification sur le fichier, mais que mon groupe et les autres utilisateurs ne l'ont plus. Donc ils ne peuvent plus le modifier. Ils ne peuvent que le lire et l'exécuter. Si je veux leur retirer ces droits également, je peux faire un sudo chmod 700 de file2. Ici, si je refais un ls.l, on voit qu'il n'y a que moi qui ai le droit de lecture, modification et exécution du fichier et que personne d'autre ne peut même pas le lire. Je peux également modifier le propriétaire du fichier en faisant un chown, le nom du nouveau propriétaire suivi du nom du fichier. Ici, si je refais un ls.l, on voit que le propriétaire du fichier file2 est désormais Toto. Et enfin, pour supprimer mon fichier, je n'ai qu'à faire un rm pour remove, suivi du nom du fichier. Je peux également mettre plusieurs fichiers les uns à la suite des autres afin de les supprimer tous ensemble. Pour ensuite créer un utilisateur, je vais commencer par lui créer un répertoire dans /home qu'on va appeler Toto. Je fais un sudo user add Toto et je spécifie son home en /home/Toto. Je peux faire ensuite un sudo passwd de Toto pour modifier son mot de passe. Ici, je vais mettre un mot de passe pour Toto. Je vais ensuite modifier le répertoire /home/Toto pour que Toto en soit le propriétaire. Donc je fais un chown, c'est la commande qu'on vient de voir juste à l'instant. /home/Toto. Et enfin un sudo chmod 755 /home Toto. Si je fais un ls.l de /home, ici on voit que j'ai un répertoire Toto. Et donc le propriétaire est bien Toto et il a les droits de lecture, modification et exécution sur ce répertoire. Si je veux ensuite supprimer l'utilisateur Toto, je fais un sudo userdel de Toto, supprimer l'utilisateur, et un sudo rmdir de /home/Toto pour supprimer son répertoire utilisateur. Deux commandes également qui vont vous simplifier la vie, qui sont la commande who qui vous permet d'afficher les utilisateurs connectés sur votre PC et la commande whoami qui vous permet de savoir en tant que quel utilisateur vous êtes en ce moment logué. C'est assez pratique lorsque vous êtes dans des sessions SSH et que vous switchez entre une session normale et une session super utilisateur, ça permet vraiment de savoir rapidement qui vous êtes. Les principales commandes sur les interfaces, donc la première commande à connaître, c'est la commande ifconfig qui permet d'afficher les informations sur votre interface réseau. Je peux faire un ifconfig suivi du nom de l'interface que je souhaite sélectionner. Ici par exemple ETH0 pour Ethernet 0, donc la première interface Ethernet. Ici je peux faire un ifconfig ETH0 down pour éteindre mon interface réseau et un ifconfig ETH0 up pour allumer mon interface réseau. Si vous souhaitez modifier l'adresse IP de votre interface réseau, ici si je fais un ifconfig de ETH0, on voit que mon adresse IP est 66.44. Dans un premier temps, j'éteins mon interface réseau avec un ifconfig ETH0 down. Et ensuite, je fais un ifconfig ETH0 suivi de la nouvelle adresse IP que je souhaite lui attribuer. Ici, je vais lui mettre en 66.45, suivi du masque de sous-réseau. Donc, je suis en /24, donc 3 fois 255.0. Ifconfig ETH0 up pour rallumer mon interface réseau. Et si maintenant je fais un ifconfig ETH0, on voit que ma nouvelle adresse IP est 66.45. Parmi les commandes réseau de base, on retrouve évidemment la traditionnelle ping. Si je fais un ping vers 88888,
si l'hôte distant répond aux requêtes ICMP, cette commande vous permet de savoir si vous avez internet et si l'hôte distant est en ligne. Vous pouvez également faire un trace route pour afficher la liste des routeurs entre vous et un hôte. Ici par exemple on voit que je passe par ma Livebox et ensuite par ma ligne free, etc. Je peux faire également un whois sur un domaine pour avoir des informations sur le propriétaire du domaine. Ici, si je fais un whois sur google.fr, je vois que le registar est au nom de Google Ireland Holdings, donc qui est en fait la société Google. Pour les commandes web, je peux faire aussi un wget de www.google.fr pour récupérer la page google.fr. Ici, j'ai récupéré index.html et donc si je fais un Firefox de index.html, je vais demander à Firefox de me lire la page que je viens de récupérer. Donc ici on voit que c'est la page de Google, évidemment sans les images, sans le JavaScript, c'est vraiment de l'HTML pur que j'ai récupéré, mais cette commande est très efficace si vous souhaitez récupérer des fichiers zippés. Elle vous permet de télécharger des fichiers zip directement depuis votre terminal. Les commandes de gestionnaire de paquets. Ici je parlerai uniquement de apt-get, je ne parlerai pas d'apt qui est pour moi une pseudo-amélioration d'apt-get avec des jolies couleurs. Pour que ça fonctionne, il faut déjà que vous ayez les sources de vos dépôts à jour. Pour cela, on fait un sudo nano de /etc, donc qui est le répertoire des fichiers de configuration, /apt/source.list. Ici on voit que j'ai le lien vers les dépôts officiels de Kali, CTRL-X pour quitter, et ensuite un sudo apt-get update pour mettre à jour la liste de vos dépôts. Une fois votre update effectué, vous pouvez faire un sudo apt-get upgrade pour mettre à jour vos paquets, vos logiciels, et un sudo apt-get dist upgrade pour mettre à jour votre système. Pour installer un logiciel, je fais un sudo apt-get install suivi du nom de mon logiciel. Ici par exemple je vais installer VLC, donc j'ai juste à taper VLC. Il m'affiche la liste des paquets qui vont être installés et me demande si tous ces paquets doivent bien être téléchargés et installés sur mon PC. Je n'ai qu'à répondre O pour dire oui, et ensuite apt-get va s'occuper de tout. Une fois VLC installé, s'il y a des dépendances manquantes, je peux faire un sudo apt-get-f install pour installer les dépendances manquantes. Si je veux ensuite désinstaller VLC, je peux faire un sudo apt-get remove de VLC. Et ici VLC va être désinstallé de mon ordinateur. Mais ici, il y a encore quelques traces de VLC sur mon PC, puisque à chaque fois que vous allez installer un logiciel, vous allez d'abord télécharger des paquets d'installation du logiciel. Et pour supprimer ces paquets d'installation, il vous suffit de faire un sudo apt-get clean afin de tous les supprimer. On passe maintenant au partage de fichiers et donc au montage de partage réseau. Dans un premier temps, on va faire un sudo mkdir pour créer un répertoire qui va nous servir de point de montage de notre partage réseau. Si vous vous rappelez la logique de l'arborescence Linux qu'on a vu dans une toute première partie de vidéo, eh bien ce point de montage va être monté en /mnt, qui est le répertoire de points de montage temporaire. Donc ici je fais un sudo mkdir /mnt/toto par exemple, et ensuite je vais monter mon partage réseau en /mnt/toto. Et donc ensuite pour monter mon partage réseau, je n'ai plus qu'à faire un sudo de / l'adresse IP de mon PC suivi du nom du partage, le point de montage donc /mnt/toto, et ensuite je peux spécifier un nom d'utilisateur avec l'option -o. Ici je vais faire username processus virgule password égale mon mot de passe, et enfin domaine égale mon domaine. Ici, si toutes les informations d'identification sont correctes, je n'ai plus qu'à appuyer sur entrée et mon partage sera monté en /mnt/toto. Je peux ensuite retirer tous les partages réseau qui sont montés sur mon PC en faisant un sudo umount pour unmount -a pour all. Et donc ici, je ne peux pas retirer les points de montage montés par le propre système d'exploitation, mais tous les points de montage que j'ai moi-même mis en place, tels que /mnt/toto, sont démontés. Et enfin, deux dernières commandes, donc la première assez pratique qui permet de vider le terminal, donc la commande clear qui permet de nettoyer votre terminal,
Et enfin, la traditionnelle commande shutdown-h pour halt, pour arrêter l'ordinateur, et now pour le faire maintenant. Donc si j'appuie sur entrée, on voit que mon Kali s'arrête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était simplement un petit point sur les commandes de base pour que les plus débutants d'entre vous soient un peu plus à l'aise avec Linux. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.